Un sujet que nous n'aimons pas aborder, mais la mort est une réalité de la vie. Plus de 320 000 Canadiens meurent chaque année et avec le vieillissement de la population, le besoin de soins palliatifs destinés à atténuer la souffrance en fin de vie augmente. L'Institut canadien d'information sur la santé a publié son deuxième rapport sur les soins palliatifs. La bonne nouvelle est que les Canadiens sont plus nombreux qu'il y a 5 ans à bénéficier d'une forme quelconque de soins de fin de vie et ils sont plus nombreux à mourir à domicile, leur premier choix. Mais il semble également que de nombreuses personnes qui ont besoin de soins palliatifs ne les reçoivent pas ou ne peuvent les recevoir en raison de leur identité ou de leur lieu de résidence. Le Dr Bernard Lapointe nous en dit plus. C'est l'approche qui se préoccupe de la qualité de vie. Donc, ça peut être la qualité au niveau de la souffrance physique, au niveau de la souffrance psychologique ou la souffrance sociale. Donc, c'est l'accompagnement, c'est le soutien. Ce sont les soins de confort. Et ça, on n'est pas obligé d'attendre la fin de vie. Un pionnier des soins palliatifs et professeur à l'Université McGill, le Dr Lapointe a participé au développement de ces derniers en s'impliquant auprès de plusieurs organisations provinciales et nationales, incluant l'Association canadienne de soins palliatifs dont il a assumé la présidence. Le Dr Lapointe a voué son énergie à la formation et à l'enseignement clinique des soins de fin de vie, inspirant de nombreux professionnels de la santé à mener une carrière dans cette spécialité essentielle pour le respect de la dignité humaine. Nous parlons également à M. Philippe Nickel, un proche aidant qui s'est occupé de sa mère jusqu'à son dernier souffle, avec l'aide précieuse de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Les soins palliatifs lui ont permis de vivre un moment où sa dignité a été préservée, dans l'intimité de sa maison, avec des amis qui pouvaient venir, on pouvait faire à manger, on pouvait aller dans sa salle de bain à elle, là, tu sais. Ça a tout changé, en fait. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Ici, Ali Agnan, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS, mais il s'agit d'un échange libre et ouvert. L'émission d'aujourd'hui porte sur le rapport de l'ICIS sur l'accès aux soins palliatifs au Canada, qui fait le point sur la situation du pays en ce qui concerne la prestation des meilleurs soins de fin de vie possibles. Bonjour, Dr Lapointe, bienvenue au balado. Bonjour, Madame Yang, merci de l'invitation. Bonjour Philippe et bienvenue au balado. Merci beaucoup. Bonjour à vous aussi. Alors, Dr Lapointe, vous êtes un pionnier des soins palliatifs au Canada. Et donc, pourrait-on dire que vous avez consacré votre vie à aider les gens à bien finir leur vie? Comment avez-vous décidé que c'était votre mission? La grande partie de ma carrière s'est déroulée dans des lieux de soins palliatifs. J'ai commencé toutefois en 81 comme médecin de famille dans une clinique communautaire dans le nord du Québec, où j'ai été un médecin de famille véritable, là, avec faisant de la pédiatrie jusqu'à la gériatrie, puis les soins de fin de vie. Ça m'a permis de vraiment apprendre mon métier et d'apprécier aussi la contribution exceptionnelle des autres partenaires de soins. Parce que dans une clinique communautaire comme ça, les infirmières, les travailleurs sociaux, les préposés, tout le monde contribue à la qualité des soins. Donc, ce qui n'est pas nécessairement une expérience qu'on découvre facilement dans une grande ville comme Montréal. Je suis arrivé à Montréal en 85 et 85, c'est l'époque des premiers cas de sida à Montréal. Et je me suis impliqué dès ce moment-là, doucement, mais très, très régulièrement et très sûrement, dans le soin des personnes atteintes de sida. Et on sait qu'à ce moment-là, avoir le sida, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas vraiment d'alternatives. Les gens périclitaient rapidement, puis rapidement se retrouvaient en fin de vie. Et là, j'ai découvert que je savais pas quoi faire. J'avais jamais reçu la formation qui me permettait de bien gérer à la fois toute la question existentielle, tout le confort, toute la discussion. Et au-delà de ça, les symptômes, même la douleur, ça faisait pas vraiment partie du cursus médical là, de la fin des années 70, début des années 80. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Je me suis impliqué au niveau de la communauté
à Montréal, dans le comité SIDA de Montréal, puis dans le développement des premières ressources maison de soins palliatifs pour personnes atteintes de VIH. Et tranquillement, ma carrière a pris un tournant où je suis devenu finalement à temps plein conseiller principal à Ottawa au niveau pendant les années 90-91 sur toute la question du réseau de soins puis du soutien pour les personnes atteintes, donc les négociations avec les provinces, avec les associations professionnelles. Puis par la suite, je suis revenu à Montréal en 91 et là, j'ai joint l'équipe du docteur Balfour Mount, qui est le pionnier des soins palliatifs au Canada. C'est lui qui a ouvert un des premiers services, parce que je pense qu'il y a une petite discussion entre Winnipeg et Montréal de quel était le premier, mais un des premiers services, certainement. Et c'était un service exemplaire parce qu'il avait, non seulement c'était un service hospitalier, mais il comportait aussi un service de consultation, liaison, donc auprès de gens qui recevaient des traitements actifs du cancer principalement, et aussi un service de soins à domicile. Donc, on avait les trois grands aspects du soin palliatif qu'on devrait avoir toujours aujourd'hui et qui n'est pas là nécessairement. En effet. Et qu'est-ce qu'une approche palliative des soins et pourquoi est-elle importante? C'est l'approche qui se préoccupe de la qualité de vie. Donc, ça peut être la qualité au niveau de la souffrance physique, au niveau de la souffrance psychologique ou la souffrance sociale. Donc, c'est l'accompagnement, c'est le soutien, ce sont les soins de confort. Et ça, on n'est pas obligé d'attendre la fin de vie. Ça s'amorce dès qu'on peut entrer en contact avec la personne qui présente ces symptômes-là. Et ça, on en reparlera tantôt, on confond souvent soins palliatifs et soins de fin de vie. Et ça, c'est un gros problème. Parce que souvent, on entend les médecins dire aux patients, on n'est pas rendu là. Le patient a mal, il y a des besoins, mais on lui dit, non, on n'est pas rendu là. Alors, ce qui fait que lorsqu'on se rend là, là, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour amorcer les soins, galvaniser les équipes autour du patient et de sa famille, organiser, puis discuter de ce qu'on veut. Puis là, c'est un des problèmes dans votre rapport qu'on souligne depuis longtemps, c'est pas nouveau, c'est que finalement, les gens se sentent bousculés, se sentent précipités dans une fin qui est peut-être pas prévue, pas planifiée et surtout pas souhaitée. En parlant de notre rapport, vous avez eu le temps de le consulter. Quelle est l'importance de ce dernier rapport de l'ESIS? Je pense que, premièrement, pour une fois, on a de bonnes nouvelles. Et ça, pour moi, c'est très important. On a, d'une part, on voit que les gens ont une meilleure compréhension des soins palliatifs et que ce ne sont pas seulement des soins de fin de vie. Deuxième chose, il y a plus de gens qui accèdent aux soins palliatifs maintenant, donc en 2022, qu'il y a 4 ans, donc en 2018. Bon, là-dessus, je pense qu'il y a eu plein de choses qui ont joué là-dessus, mais une meilleure connaissance, une meilleure pénétration dans les milieux de soins, de l'approche palliative, donc de la compréhension de ce que c'est que les soins, mais aussi, on a eu plus de décès à domicile. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Et ça, là-dessus, je vous dirais, j'ai hâte de voir votre prochain rapport. Parce que là, je pose la question COVID. C'est l'impact de la pandémie sur le désir de mourir à l'hôpital. Parce que, si vous vous rappelez bien, parce que pour l'avoir vécu là, avec mes patients, les familles étaient pas bienvenues dans les chambres. Il fallait une personne, pas plus. C'était difficile. Les gens avaient peur de contracter l'infection. Il y avait vraiment un cadre qui faisait que l'hôpital était moins intéressant. Donc, il y a plus de gens, et moi, j'en ai suivi beaucoup, qui m'ont dit non, on reste à la maison. Donc, ça peut-être. Mais je pense qu'au-delà de ça, puis on pourra le voir dans un prochain rapport où on verra une distinction, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a un désir de plus en plus profond de finir sa vie auprès des gens qu'on aime, dans un milieu qu'on aime,
qui correspond à qui on est et d'être accompagné, de recevoir des services adéquats, mais où on désire les recevoir, c'est-à-dire à la maison pour la plupart des patients. C'est clair, c'est l'idéal. J'ai fait beaucoup de suivi de télémédecine, de gens qui étaient à domicile pendant toute la période là, de la pandémie. Et les gens étaient très heureux d'être à domicile. Puis ils étaient très satisfaits d'avoir un suivi régulier, d'avoir une prise en charge virtuelle, mais aussi réelle par des soignants, soit des infirmières, soit des travailleurs sociaux, soit des aidants naturels ou des aidants professionnels. Parfait. Docteur Lapointe, l'une des principales conclusions est qu'en 2021-2022, 58% des personnes décédées ont reçu une forme ou une autre de soins palliatifs. Et ce chiffre est en hausse de 6% par rapport aux 5 années précédentes. Quelle est votre réaction à cela? Je suis très heureux de ça. Je pense que ça correspond à l'évolution du champ clinique. Il y a eu beaucoup d'efforts au cours des 40 dernières années pour que les soins palliatifs se développent, s'organisent. Je le vois à l'échelle du pays. Je vois des régions où il y en avait très peu, qui sont maintenant très bien organisées. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment on réussit à être innovateur dans la distribution des soins. Je vais vous donner juste un exemple, vous le citez dans votre rapport, mais pour moi, ça, c'est un magnifique exemple. Ce sont les techniciens ambulanciers. Donc, les gens qui, en région très rurale, souvent éloignés des centres de santé, là, comme les hôpitaux, et qui sont appelés en première ligne par une famille qui accompagne un patient qui, là, soudainement, a beaucoup de douleur, ou est très essoufflé, ou est agité. Et ces gens-là ont une formation pour pouvoir, au lieu de les mettre dans l'ambulance, les amener à l'hôpital pour mourir, ou mourir même dans l'ambulance, c'est de donner aux gens les soins dont ils ont besoin, en partenariat avec d'autres soignants, là, des médecins, des infirmières, mais il y a cette formation-là qui a permis à beaucoup de personnes de recevoir un soulagement optimal et de rester à la maison au travers d'une crise qui, autrement, puis très souvent, même à Montréal, là, dans une grande ville comme Montréal, vous appelez l'ambulance, on se pose même pas la question. Vous embarquez dans l'ambulance, puis on s'en va à l'urgence. C'est souvent comme ça, la réalité. Parfait. Alors, Philippe, pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que proche aidant? En fait, ma mère a combattu un cancer pendant presque 10 ans, cancer du poumon, commencé en 2014. Au début, c'était pas si mal, elle avait pas trop de problèmes de santé reliés au cancer, c'était plus l'opération qui était un problème. Et puis là, elle a continué à faire des traitements de chimio pendant plusieurs années, jusqu'au mois de novembre de cette année, où est-ce que finalement, ils se sont aperçus que en fait, elle a eu des grosses douleurs dans le dos, puis ils se sont aperçus que une de ses vertèbres était attaquée par le cancer, puis qu'elle s'était effondrée. Et donc là, elle a commencé à prendre de la morphine. Et puis, évidemment, ses mouvements étaient un peu plus limités parce qu'elle avait une fracture au dos. Puis à partir de ce moment-là, elle a eu besoin de plus en plus d'aide à la maison pour faire des choses de la vie courante, là. Alors moi, j'ai commencé à l'aider de plus en plus. Et puis son état a commencé à décliner de plus en plus. Pendant les fêtes, elle a fait, je pense qu'elle avait une pneumonie aussi en même temps. En tout cas, elle allait vraiment pas bien. On pensait qu'elle allait mourir. Non, heureusement, à l'hôpital, ils ont réussi à lui donner d'autres médicaments qui l'ont aidé beaucoup. Puis là, à travers ça, on se demandait, on voulait se préparer pour le moment où est-ce qu'elle commencerait à être de moins en moins autonome. Et puis, on a découvert le centre, les soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, à travers une personne que je connaissais. Et puis là, tout de suite, les gens sont venus nous rencontrer rapidement. C'était super, franchement, de voir quelqu'un qui était présent, qui était habitué avec ce genre de situation-là, avec les soins palliatifs, qui était capable de nous conseiller, non seulement sur le côté de la santé, mais aussi sur la façon dont on s'organisait, tu sais. On savait pas trop si on devait... parce que, tu sais, ma mère, c'est une personne qui était fière, puis elle voulait avoir son autonomie. Alors, c'était pas facile de l'aider, là. Elle voulait toujours tout faire elle-même. Ouais. Mais tranquillement, on a vu qu'elle avait un peu plus de mal.
Puis les gens des soins palliatifs nous ont aidés à ce niveau-là, à comprendre un peu comment, avec leur expérience, comment ça se passe avec d'autres personnes. Donc là, on a eu l'infirmière qui est venue, on a eu une travailleuse sociale qui est venue. C'était très chaleureux et compétent. Les gens étaient compétents. Une belle expertise, en fait, qui nous a accompagnés là-dedans. Évidemment, la santé de ma mère a commencé à décliner de plus en plus. Et puis là, les gens des soins palliatifs nous ont aidés à faire venir l'oxygène à la maison, les bonbonnes, le compresseur. On a eu un lit d'hôpital, une petite chaise pour le bain, une petite chaise roulante aussi, dont on s'est presque pas servi finalement. Et tout ça s'est fait assez naturellement. Puis ça, c'était vraiment génial. On n'a pas eu, ça nous a enlevé un gros fardeau en fait. J'imagine que s'il a fallu que je trouve un lit, moi, j'aurais dû appeler à plusieurs endroits. Je sais pas quel lit était bon. En tout cas, tout ça s'est fait de façon très fluide et organique. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'évidemment, quand on a quelqu'un à la maison qui est très malade, qui est sur le point de mourir, on est bien pris par ça, là, puis on n'a pas tellement de temps pour commencer à organiser d'autres choses, d'autant plus que notre vie à nous, elle continue. Hein. C'est ça. Et donc, Philippe, j'aimerais savoir, avez-vous rencontré des difficultés en essayant simultanément de concilier le travail et prendre soin de votre mère? Comment vous vous êtes senti émotionnellement et physiquement? Ben moi, je travaille comme pigiste, donc j'ai pas un emploi 9 à 5 tous les jours. Donc, j'ai décidé assez rapidement, au début de l'année là, 2023, de pas accepter de nouveaux contrats pour me garder du temps. C'était vraiment mon objectif. Ma mère ne voulait pas mourir à l'hôpital. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de la garder à la maison le plus longtemps possible. Fait que moi, j'ai décidé de pas prendre de nouveaux contrats pour être plus facilement présent, là. Puis heureusement, parce que ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'est sûr que de voir son parent se décliner, passer du pilier, de la personne qui nous a toujours porté à cette personne qu'il faut finalement porter soi-même, c'est vraiment un parcours douloureux, ça, qui a commencé en fait vraiment bien avant les soins palliatifs, là, mais quand même qui, à la fin, c'était... Moi, je voyais ma mère qui commençait de plus en plus à avoir du mal elle pouvait plus sortir, elle allait marcher juste à la cuisine pour aller manger, c'était un exploit, tu sais. Puis de voir sa souffrance, elle avait énormément mal, là, elle respirait mal, puis de voir toute cette souffrance-là, c'est extrêmement douloureux. Pour ce qui est du travail, les émotions, ça devient bien secondaire, j'ai trouvé, en fait, là. La question du travail, quand on a quelqu'un d'important comme ça qui est en train de mourir. J'avais quelques petits contrats, j'avoue, puis j'avais bien du mal à me concentrer. C'est sûr que dans les dernières semaines, là, j'avais du mal à travailler plus que 2 heures par jour. Le travail avait beaucoup moins d'importance, en fait. Je comprends, effectivement. Donc, vous aviez eu la chance de pouvoir concilier les deux parfaitement, en fait, de prendre le temps pour votre mère comme vous l'avez souhaité. C'était votre priorité. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et j'ai toujours dit, je veux pas me ramasser au salon funéraire puis me dire, j'aurais dû être plus présent, tout ça, là. Et ne pas avoir de regrets. C'est ça. C'est ça. Docteur Lapointe, la grande majorité des gens disent qu'ils veulent finir leur jour chez eux. Et les taux sont passés de 7% à 13%. Quelle est votre réaction face à ces chiffres? Ben moi, je suis très heureux. Moi, je pense que ce que je souhaiterais, c'est que ça soit possible pour la grande majorité des gens. Je pense qu'on s'en va vers là. Il faut... pour ça, il y a quelques conditions préalables qu'il faut remplir. Il faut arrêter de dire « on en parlera quand ça sera le temps ». Moi, je pense qu'il faut pouvoir permettre aux familles, aux patients de dire « moi, je sais pas quand ça va arriver, mais quand on va en approcher, moi, mes choix de fin de vie sont les derniers. Alors, je veux être à la domicile, je veux avoir des soins de confort, je veux que mon partenaire de vie, ma partenaire de vie reçoive des soins de soutien. Donc, qu'on puisse discuter. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je veux tout. OK? Alors, le domicile, ça sera pas une option. Quelqu'un qui dit, et je pense que c'est légitime. On n'est pas là pour forcer un protocole de traitement sur quelqu'un. On est là pour aider une personne, la conseiller du mieux qu'on peut. Mais si jamais la personne maintient que moi, si je vais pas bien, je veux être à l'hôpital, je veux qu'on me traite, je veux qu'on fasse tout, ben,
ça sera l'hôpital, puis on fera tout ce qui est possible. OK? Et donc, pour en revenir à la question dont vous parlez, c'est la plupart des gens souhaitent le domicile, et là, il faut s'assurer que c'est possible. Et le rapport indique que sur quelques 44 000 patients en fin de vie qui se sont rendus aux urgences pour recevoir des soins palliatifs, 66% ont été admis à l'hôpital. Et ces admissions étaient en grande partie non planifiées et plus d'une personne sur 4 est décédée dans les 24 heures. Donc, que se passe-t-il lorsqu'une personne au seuil de la mort est envoyée à l'hôpital? Ben, c'est là toute l'importance des soins, des équipes de soins soient déjà présentes auprès du malade et de sa famille. Et qu'on ait développé un lien de confiance envers cette équipe de soins-là. Alors, si le lien avec l'équipe de maintien à domicile, de soins palliatifs à domicile, s'établit juste au cours des derniers jours, on n'a pas eu le temps d'établir vraiment un lien de confiance. Généralement, on est devant une crise, la personne a de la difficulté à respirer, la personne est très agitée, la personne est en crise de douleur, puis là, on veut pas attendre. On veut régler le problème, donc on se dirige vers l'urgence. Donc, ce seraient les raisons pour lesquelles ces personnes finissent à l'hôpital. Oui, parce que les gens sentent que c'est la seule solution possible. Or, le taux de présentation au cours des 3 derniers mois de vie à l'urgence, c'est un indice de performance. Plus le taux est bas, meilleurs sont les soins à domicile. Et ça va de soi. On gère mieux dans le temps, on gère mieux en qualité et on gère mieux au niveau du soutien, de l'angoisse puis de l'inquiétude des familles. Alors ça, encore une fois, ça dépend du temps qu'on accorde à établir ce lien-là. Donc, plus on va référer précocement, plus même, moi, je vais plus loin que ça, je dis, les gens ne devraient pas attendre qu'une équipe soignante les réfère à une équipe de soins palliatifs, mais ils devraient s'auto-référer. Il devrait pouvoir y avoir dans nos services de soins palliatifs. Ça va un petit peu contre là, les règles du jeu dans les établissements de santé, mais il devrait être possible pour une famille ou un patient de dire « Moi, je veux avoir des soins palliatifs, je veux avoir accès aux soins palliatifs, avec qui je peux en parler et qui peut m'aider dans cette démarche-là. » Alors ça, je pense que c'est très important qu'on puisse favoriser l'accès, favoriser cette connaissance-là, puis cette familiarisation avec ce que l'équipe peut donner. Un des très, très beaux exemples de soins palliatifs à domicile, c'est ce qu'on voit dans c'est un modèle québécois dont on parle beaucoup, mais actuellement, là, dans tous les journaux, puis c'est les soins intensifs à domicile. Où on retrouve des médecins qui vont prendre en charge avec une équipe d'infirmières soignantes 24 sur 24, 7 jours sur 7, toutes les malades qui reçoivent ces soins-là et qui généralement vont finir leur vie à maison. Et en fait, je pense que c'est 60 à 65% de succès de fin de vie à la maison pour les gens qui sont inscrits dans un programme de SIAD qu'on appelle. Parfait. Je pense que vous avez un peu répondu à ma prochaine question. Le rapport a révélé qu'en moyenne, la moitié, 49% des programmes de soins palliatifs résidentiels ont déclaré qu'ils fonctionnaient toujours ou habituellement à pleine capacité. Selon vous, est-ce que les personnes sont orientées trop tardivement vers les soins palliatifs? C'est-à-dire que, beaucoup des résidences de soins palliatifs là, dans la communauté
Ces programmes-là sont des programmes qui sont soutenus par la communauté, donc ils n'ont pas de vastes ressources au niveau du nombre de lits, par exemple. Il y a un nombre important, par exemple, au Québec, de maisons de soins palliatifs qui ont 4 ou 6 lits. Alors, 4 ou 6 lits, ça se remplit rapidement, puis ça se vide pas rapidement. Donc, il y a une pression. Donc, généralement, les ressources fonctionnent à pleine capacité. La capacité d'accueil qui est soutenue, grosso modo, par la capacité d'une communauté de lever des fonds, puis de mobiliser un effort communautaire de bénévolat. C'est tributaire, tout ça. Alors, plus on attend, moins on a de chances d'accéder à cette ressource-là, c'est certain. Donc, et ça, c'est la seule façon d'en sortir, c'est de mobiliser encore plus, là, puis d'où tout le mouvement des communautés bienveillantes qu'on essaie de faire émerger au Canada. Docteur Lapointe, j'aimerais savoir qui reçoit des soins palliatifs au Canada et qui ne les reçoit pas. Et y a-t-il des écarts et des obstacles à l'accès de ces soins? Par exemple, certaines études ont montré que les personnes de couleur, les nouveaux immigrants, ainsi que les Premières Nations rencontrent des obstacles. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ben, je pense que certainement, plus on est dans une position de désenfranchisement vis-à-vis la majorité. Donc, une minorité, moi je vais parler de la minorité sexuelle, par exemple. On a beaucoup moins d'accès, probablement, à des soins de fin de vie ou à des soins palliatifs. On est un sans-abri. Alors, au-delà du fait qu'on n'a pas de maison, donc les soins à domicile, c'est très difficile. Malgré que moi, j'ai travaillé avec des refuges, puis avec des équipes de communautaires qui faisaient des miracles pour accompagner. Puis il y a par rapport à l'itinérance, ben, il y a toujours la question des opiacés. Alors, on a toujours la crainte que les opiacés soient plus ou moins bien gérés, qu'il y ait des problèmes liés aux opiacés, mais ça, c'est pas nécessaire. Mais il faut investir, par exemple. Il faut que les autorités socio-sanitaires reconnaissent que c'est un besoin, qu'on permette aux gens d'avoir un accès à des sites d'injection pour le traitement de la douleur, le soulagement de la douleur et de l'accompagnement. Il y a bien sûr aussi la fragilité qui accompagne les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants proviennent souvent de pays où la médecine n'a pas une réputation très reluisante au niveau de l'exercice du pouvoir puis de l'écoute. Hein. Alors très souvent, les gens arrivent ici, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité par rapport à tout ça, c'est tout nouveau, mais en même temps, il y a ce qui se passe dans leur corps, dans leur santé. Et là, à ce moment-là, il y a des craintes. Il y a des craintes justifiées très souvent par le passé, puis des craintes qu'il faut nommer, qu'il faut débusquer puis accompagner. Alors ça, c'est certain que donc chez les itinérants, donc les sans-abri, chez les personnes récemment immigrantes, particulièrement de pays où la médecine n'est pas très reluisante, et finalement dans certaines communautés autochtones de Premières Nations, moi je suis absolument ravi de voir les efforts qui ont été consentis au sein des communautés des Premières Nations au cours des 5-6 dernières années pour bâtir des programmes de soins qui correspondent non seulement aux besoins médicaux, de soins infirmiers, tout ça, mais aussi à la caractéristique culturelle. Parce que les soins palliatifs, c'est pas seulement le corps, c'est aussi tout ce qui est culturel, c'est aussi tout ce qui est famille, c'est aussi tout le vivre ensemble. Le côté spirituel également. Exactement. Alors ça, le Canada, c'est un lieu un peu comme la Nouvelle-Zélande d'ailleurs.
C'est un lieu de création. Moi, je vois toute cette ébullition de nouveaux concepts, de nouvelles façons de pratiquer. Ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Alors, oui, c'est encore très difficile. C'est certain que si on est un membre de Première Nation qui est itinérant au centre-ville de Montréal, par exemple, non, on multiplie les difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça ne veut pas dire qu'on peut pas y arriver, mais ça demande plus d'attention, plus de soins, plus de fonds aussi. Et on pourrait dire en fait que la prise en charge des patients devrait vraiment être globale. Ce n'est pas seulement physique, mais également psychologique, social et spirituel. Oui. Ah, ça, c'est évident. Je pense que c'est pour ça que, pour moi, une des clés de solution, c'est ce que j'appelle la communauté bienveillante. C'est-à-dire une communauté qui reconnaît qu'elle est responsable du bien-être des membres de sa communauté. Effectivement. Et docteur Lapointe, est-ce que les provinces répondent à la nécessité de développer les soins palliatifs? Ça dépend des provinces. Je pense qu'il y a un consensus canadien. Là, la Santé Canada fait de grands efforts. Il demeure qu'il y a de multiples défis qui sont posés aux provinces et aux organisations de soins et de services pour répondre à des besoins qui sont exponentiels, et particulièrement avec la crise du vieillissement là, de la population. Par ailleurs, il faut comprendre que mieux on sert les gens qui sont en fin de vie, moins ça coûte au système. Quelqu'un qui est maintenu à domicile, il coûte pas les frais d'une hospitalisation en soins intensifs. Et ça, je pense qu'il faut garder toujours ça en tête. Exactement. Et docteur Lapointe, vous avez beaucoup œuvré dans ce domaine. Vous avez côtoyé les patients en soins palliatifs. Personnellement, c'est quoi votre ressenti? Je pense que pour moi, c'est simplement la chose qu'il faut faire. C'est la chose. J'ai eu la chance d'accompagner des grands amis. J'ai eu la chance d'être là pour mes parents. C'est un grand privilège. Et je sais aussi que lorsque mon tour viendra, je sais que je vais pouvoir compter sur des soignants aussi dévoués ou plus dévoués que moi, aussi connaissants ou certainement plus connaissants que moi et compétents, et que je vais pouvoir accéder à ces services-là. Je pense que ça, c'est ce qui me rassure, de voir que ça devient... On ne qualifiait pas la performance du système de santé au Canada sur la disponibilité et la qualité des soins palliatifs il y a 15 ans. Maintenant, ça fait partie des critères d'évaluation presque fondamentaux de la performance et de la qualité de nos services de soins et de santé. Et quels sont vos conseils personnels pour faire avancer les choses sur la base de votre expérience et de votre réflexion sur ce rapport? Je pense que on a un besoin d'élargir la base des connaissances des professionnels. Donc, on ne doit pas réserver seulement les connaissances en soins palliatifs aux gens qui veulent en faire. Mais on doit s'assurer que toutes les infirmières, tous les médecins, tous les travailleurs sociaux, tous les psychologues qui sont en formation post-secondaire, donc soit au collège, soit à l'université, reçoivent un cursus de base. Ça, j'y crois fondamentalement et ça a été une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à offrir ça au niveau de la faculté de médecine de l'Université McGill. C'est pas la seule, là, parce que je sais qu'à Ottawa, un peu partout, là, il y a de très bons cursus offerts à toute la classe. Donc, il n'y a pas un étudiant qui va finir médecine sans avoir les outils de base, sans connaître les outils de base. Ça, c'est essentiel. Même chose au niveau des infirmières, même chose aux travailleurs sociaux. Je pense que ça, c'est ma recommandation, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un choix.
il faut que ça soit compris comme essentiel à la pratique de la profession. Je trouve que c'est une excellente recommandation et qui est vraiment nécessaire, comme vous le dites. Oui. Puis, par ailleurs, par rapport aux ressources, ben là, il faut qu'on regarde. C'est certain que c'est toujours plus attractif de guérir le cancer. On voit ça partout, mais en fait, je sais pas combien. On en guérit beaucoup, puis on en guérit beaucoup plus qu'auparavant, mais je pense qu'il faudrait aussi faire des levées de fonds pour soigner le cancer ou soigner les autres maladies. Les personnes, en fait, on soigne pas des maladies, on soigne des personnes qui vivent avec une maladie. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, les administrations hospitalières sont souvent centrées sur le potentiel de générer des fonds pour de la recherche, pour les services. C'est souvent moins, excusez l'expression, sexy de demander des soins, des fonds pour des soins de soutien. Mais je pense que c'est essentiel. Puis c'est là que l'opinion publique va jouer. C'est là, par exemple, que des gens qui écoutent le balado aujourd'hui peuvent influencer les décisions faites par les administrations qu'ils côtoient. Parfait. Et docteur Lapointe, comme dernier mot, que devraient faire les familles? D'être là, tout simplement, d'être à l'écoute. Puis de respecter que la personne qui vit ça, c'est elle qui vit ça. Alors, moi, trop souvent, j'ai vu des enfants ou des partenaires de vie dicter comment la personne... Moi, je connais ça mieux que toi, ou je te connais mieux que tu te connais. Ça, c'est toujours dangereux. Je pense que moi, ce que je souhaite aux familles, c'est l'écoute puis le respect. Et deuxièmement, de continuer ce que Santé Canada puis le gouvernement canadien a fait, c'est-à-dire les programmes de congés compassionnels qui permettent, par exemple, pendant près de 6 mois, à un partenaire de vie ou même un voisin qui est le soignant principal, d'être rémunéré pour offrir les soins de fin de vie. Et ça, je pense que c'est déjà là, c'est un excellent programme et je pense que c'est là qu'il faut souhaiter aller, de permettre aux gens d'avoir plus de soutien, plus d'accompagnement. Et je vais conclure en disant que les soignants aient accès à des ressources d'accompagnement. Et le portail virtuel canadien offre des services de clavardage puis de soutien en temps réel à toutes heures du jour. Alors, c'est souvent à 11 heures le soir, quand la personne qu'on soigne est couchée et dort, que là, on est capable de faire du clavardage puis de recevoir du soutien. Alors, ça, je pense que ce sont des solutions, là. Entre autres, le portail virtuel canadien de soins palliatifs offre une ressource comme celle-là. Et ça, je trouve ça extrêmement précieux. Et Philippe, que pensez-vous aurait été l'expérience de votre mère sans les soins palliatifs? Je ne sais pas. J'ose pas imaginer. Parce que je sais que quelquefois, elle est allée à l'hôpital à l'urgence, là, et c'est pas facile. Hein? On est dans un corridor, les infirmières viennent nous voir quand ils peuvent. Tout le monde est débordé, on peut pas vraiment être en famille. Pour la nourriture, c'est pas idéal. C'est sûr que ça aurait été nettement inconfortable. Là, voir. Je pense que ça aurait eu probablement un impact sur la dignité de ma mère. À l'inverse, je pense que les soins palliatifs lui ont permis de vivre un moment où sa dignité a été préservée, dans l'intimité de sa maison, avec des amis qui pouvaient venir, on pouvait faire à manger, on pouvait aller dans sa salle de bain à elle, là, tu sais. Ça a tout changé, en fait. Je pense que les soins palliatifs, en tout, là, on est resté avec eux 3-4 mois, je pense. Mais au début, ma mère était assez autonome, donc l'infirmière venait une fois par mois, tout ça, là. Mais depuis Noël, son état s'est beaucoup dégradé, puis dans tout le mois d'avril, elle était vraiment très malade. Et là, l'infirmière venait de plus en plus souvent, le docteur aussi. Et puis finalement, ma mère est décédée le 3 mai, donc il y a 15 jours exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'infirmière m'a téléphoné
Puis elle m'a dit, je viens de prendre les signes vitaux de ta mère. Elles sont vraiment pas bons. D'habitude, ça veut dire que la fin approche. Oui. Fait que là, ma fille était là, mon autre fille aussi. Alors, tout là, avec ma conjointe, on a pris la voiture, on était là à la maison, chez ma mère, qui est pas loin. Puis par hasard, il y a eu mes 2 autres neveux, mon neveu et ma nièce qui sont venus, mon frère était là. On était tous autour d'elle, en fait. On s'est assis autour du lit, puis il lui avait donné un sédatif parce qu'elle était très agitée. Et puis on a eu le temps chacun de lui parler et de lui dire au revoir finalement. Puis peut-être une demi-heure après, elle a cessé de respirer, puis elle est décédée dans sa chambre. Comme ça, puis on était tous autour d'elle. Et puis je pense qu'elle pouvait pas souhaiter une mort. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un beau moment, puis c'est ce qu'elle souhaitait, partir comme ça, puis c'est ce qu'on a réussi à lui donner. Puis je pense que c'est grâce aux soins palliatifs à domicile qu'on a réussi à avoir ça. Okay. Puis à être présents tous, là. L'expérience de l'infirmière nous a vraiment amené à être présents au bon moment pour être là au dernier souffle. C'est excellent. Merci beaucoup, Philippe, de votre participation et j'en profite pour vous présenter mes sincères condoléances pour votre mère. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Dr Lapointe, pour le temps que vous nous avez accordé. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur un sujet aussi important et aussi sensible. Merci encore. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à Karaï de s'intéresser à ces questions-là et j'ai bien hâte de voir vos prochains rapports. Merci. Le rapport de l'ICIS sur les soins palliatifs est disponible sur notre site web pour un examen plus approfondi de toutes les données et de leur implication. Merci de vous joindre à notre discussion. Notre producteur exécutif est Jonathan Coline et un grand merci à Avis Favreau, l'animatrice du balado de l'ICIS en anglais. Pour en savoir plus sur l'Institut canadien d'information sur la santé, veuillez consulter le site www.icis.ca. N'oubliez surtout pas de vous abonner au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici, Ali Agnan, à la prochaine.